On a vu qu'Internet est organisé en différentes couches. Sur le modèle TCP/IP, nous en avons 4. Alors aujourd'hui, on va voir en particulier plus en détail la couche application. Cette couche concerne toutes les applications que tu utilises directement tous les jours pour l'Internet. Alors dans les années 90, on a vu apparaître l'application web, c'est elle qui a rendu Internet célèbre. Ensuite, on a vu par exemple d'autres applications comme les vidéos, la voix par IP, les jeux en ligne, les réseaux sociaux. Bon, il y a beaucoup d'applications. On pourrait les diviser en deux grandes catégories. D'un côté, l'architecture client-serveur, de l'autre côté, l'architecture dit peer-to-peer. Dans une application client-serveur, tous les autres sont répartis en deux types. D'un côté, tu as les clients, de l'autre côté, tu as les serveurs. Les clients, ce sont des ordinateurs, des téléphones que tu utilises directement, et les serveurs, ce sont des ordinateurs connectés 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, et qui fournissent une information aux clients. Donc les clients, ils ne communiquent jamais entre eux. Ils le font toujours par l'intermédiaire d'un serveur. À l'inverse d'une architecture peer-to-peer, où là, tous les autres sont et clients et serveurs, donc ils communiquent directement entre eux. On va voir maintenant deux exemples d'applications client-serveur. On va commencer par la plus célèbre, le web. Cette application permet à des clients de se connecter sur des sites web qui leur fournissent des informations à travers le protocole HTTP. Les informations que le serveur envoie au client sont des fichiers en différents formats. On a par exemple du HTML, du CSS. Selon le protocole HTTP, un client qui veut consulter un fichier sur un serveur doit envoyer une requête bien définie. Donc, par exemple ici, la page index.html qui est sur le site unsite.com. La requête qu'il va devoir envoyer ici, c'est get en majuscule www.unsite.com/index.html. Le mot-clé get signifie que le client demande une information au serveur. Par contre, si le client veut envoyer une information au serveur, donc par exemple un login, il utilisera le mot-clé post. Et de cette manière, le protocole HTTP définit plusieurs mots-clés pour les communications entre le client et le serveur. Le protocole HTTP définit aussi de nombreux codes de statut. Par exemple, si la requête s'est bien passée, il va envoyer un code 200 OK au client. Si la page que le client a demandé n'existe pas, il va lui envoyer ce qu'on appelle un 404 not found, que tu as déjà sûrement vu. Il y a ainsi de nombreux codes de statut différents qui existent selon le protocole HTTP. Si vous voyez par exemple une fois 500, cela veut dire que tu as réussi à faire crasher le serveur. Pour gérer toutes ces commandes HTTP, on a créé plusieurs applications. Du côté client, on a créé des navigateurs web. En voici quelques exemples ici. Et du côté serveur, Apache, Node.js sont les plus connus. Alors maintenant, une application très célèbre également, c'est l'email. Prenons deux utilisateurs, Ben et Max. Ben va envoyer un email à Max, sauf que le PC de Max est éteint. Donc ce n'est pas possible. Pour cela, Ben va passer par un serveur en utilisant un protocole SMTP et va envoyer son message, son mail sur le serveur email de Ben. Ensuite, le serveur d'email de Ben va envoyer sur le serveur email de Max ce mail via le protocole SMTP et quand enfin Max aura allumé son PC, eh bien, il va faire une requête et il va recevoir son email de la part du serveur de Max. Le protocole utilisé dans ce cas-là sera POP, IMAP ou HTTP. Passons maintenant au serveur DNS. Imaginons que tu veux te connecter à google.fr. Alors en fait, tu ne te connectes pas, toi tu tapes google.fr dans ton navigateur, mais en fait tu te connectes à une adresse IP. Et comment tu peux connaître cette adresse IP? C'est là que les serveurs DNS arrivent. En fait, ils font correspondre un nom de domaine à chaque adresse IP. Donc, toi quand tu tapes google.fr, en fait tu vas interroger le serveur DNS qui lui va te retourner l'adresse IP de chez Google et ensuite tu pourras envoyer ta requête directement à Google. Alors, il y a un certain nombre de serveurs DNS, ils sont hiérarchisés en trois catégories. Les premiers, c'est les serveurs DNS racines, ensuite il y a les TLD, et ensuite il y a les serveurs d'autorité. Les serveurs racines, il y en a à peu près 13 dans le monde, et la plupart sont aux États-Unis. Ensuite, il y a les serveurs TLD, c'est là où il y a les .org, .net, .com, etc., etc. Et puis enfin, donc, les serveurs d'autorité. Alors, comment ça fonctionne?
Imaginons que tu veux te connecter à www.amazon.com. Dans un premier temps, donc, tu envoies la demande et tu vas aller interroger le serveur racine qui lui va te donner l'adresse IP du serveur TLD qui s'occupe de .com. Donc ici, tu vois, il t'a envoyé l'adresse IP. Alors, grâce à cela, tu peux maintenant aller l'interroger. Amazon.com, c'est où? Puisque tu as son adresse IP. Lui, il va te renvoyer l'adresse IP du serveur d'autorité qui gère Amazon.com. Tu vas te connecter au serveur d'autorité qui lui connaît enfin l'adresse Amazon.com. Donc tu vois que tous tes serveurs DNS n'hébergent pas tous les noms de domaine. Quand tu auras enfin la bonne adresse IP, tu pourras faire la requête et aller sur le serveur d'Amazon. On va maintenant parler des proxys et des caches. Alors le proxy, en fait, il remplace ton PC pour faire des requêtes. Il fait les requêtes à ta place. Imaginons que Ben veut faire une requête et veut connaître homepage.html, voir cette page. Le proxy va envoyer ce message à google.fr, au serveur DNS, qui va lui renvoyer la page homepage.html. Et le proxy va la mettre en cache. Comme ça, si Max fait exactement la même requête, plutôt que de faire tout ce chemin, on va juste aller dans le proxy et on va pouvoir envoyer cette page à Max.